Mais revenons à la question du devenir. Février 1959, septembre 1969. 10 années, donc, s'étaient écoulées entre la lettre calamiteuse que j'avais écrite à ma mère et celle que mon père envoyait à son fils professeur. Les 10 années où je suis devenu. À quoi tient la métamorphose du cancre en professeur, et accessoirement celle de l'analphabète en romancier? C'est évidemment la première question qui vient à l'esprit. Comment suis-je devenu? La tentation est grande de ne pas répondre, en arguant, par exemple, que la maturation ne se laisse pas décrire, celle des individus pas plus que celle des oranges. À quel moment l'adolescent le plus rétif atterrit-il sur le terrain de la réalité sociale? Quand décide-t-il de jouer si peu que ce soit ce jeu-là? Est-ce seulement de l'ordre de la décision? Quelle part y prennent l'évolution organique, la chimie cellulaire, le maillage du réseau neuronal? Autant de questions qui permettent d'éviter le sujet. Mais si ce que vous écrivez de votre cancrerie est vrai, pourrait-on m'objecter, cette métamorphose est un authentique mystère. À ne pas y croire, en effet. C'est d'ailleurs le lot du cancre. On ne le croit jamais. Pendant sa cancrerie, on l'accuse de déguiser une paresse vicieuse en lamentation commode. Arrête de nous raconter des histoires et travaille. Et quand sa situation sociale atteste qu'il s'en est sorti, on le soupçonne de se faire valoir. Vous, un ancien cancre? Allons donc, vous vous vantez. Le fait est que le bonnet d'âne se porte volontiers a posteriori. C'est même une décoration qu'on s'octroie couramment en société. Elle vous distingue de ceux dont le seul mérite fut de suivre les chemins du savoir balisé. Le Gotha pullule d'anciens cancres héroïques. On les entend, ces malins, dans les salons, sur les ondes, présenter leurs déboires scolaires comme de hauts faits de résistance. Je ne crois, moi, à ces paroles que si j'y perçois l'arrière-son d'une douleur. Car si on guérit parfois de la cancrerie, on ne cicatrise jamais tout à fait des blessures qu'elle nous infligea. Cette enfance-là n'était pas drôle, et son souvenir ne l'est pas davantage. Impossible de s'en flatter, comme si l'ancien asthmatique se vantait d'avoir senti 1000 fois qu'il allait mourir d'étouffement. Pour autant, le cancre tiré d'affaire ne souhaite pas qu'on le plaigne, surtout pas. Il veut oublier, c'est tout. Ne plus jamais penser à cette honte. Et puis il sait, au fond de lui, qu'il aurait fort bien pu ne pas s'en sortir. Après tout, les cancres perdus à vie sont les plus nombreux. J'ai toujours eu le sentiment d'être un rescapé. Bref, que s'est-il passé en moi pendant ces 10 années? Comment m'en suis-je sorti? Une constatation préalable. Adultes et enfants, on le sait, n'ont pas la même perception du temps. 10 ans ne sont rien aux yeux de l'adulte qui calcule par décennies la durée de son existence. C'est si vite passé, 10 ans, quand on en a 50. Sensation de rapidité qui d'ailleurs aiguise l'inquiétude des mères pour l'avenir de leur enfant. Le bac dans 5 ans déjà, mais c'est tout de suite. Comment le petit peut-il changer si radicalement en si peu de temps? Or, pour le petit, chacune de ces années-là vaut un millénaire. À ses yeux, son futur tient tout entier dans les quelques jours qui viennent. Lui parler de l'avenir, c'est lui demander de mesurer l'infini avec un décimètre. Si le verbe « devenir » le paralyse, c'est surtout parce qu'il exprime l'inquiétude ou la réprobation des adultes. L'avenir, c'est moi en pire. Voilà en gros ce que je traduisais quand mes professeurs m'affirmaient que je ne deviendrais rien. En les écoutant, je ne me faisais pas la moindre représentation du temps. Je les croyais tout bonnement. Crétin à jamais, pour toujours. Jamais et toujours étant les seules unités de mesure que l'orgueil blessé propose au cancre pour sonder le temps. Le temps. Je ne savais pas qu'il me faudrait vieillir pour avoir une perception logarithmique de son écoulement. J'étais d'ailleurs tout à fait ignorant des logs, de leurs tables, de leurs fonctions, de leurs échelles et de leurs courbes charmantes. Mais, devenu professeur, je sus d'instinct qu'il était vain de brandir le futur sous le nez de mes plus mauvais élèves. À chaque jour suffit sa peine, et à chaque heure dans cette journée, pourvu que nous y soyons pleinement présents, ensemble.
Or, enfant, je n'y étais pas. Il me suffisait de pénétrer dans une classe pour en sortir. Comme un de ces rayons tombés des soucoupes volantes, il me semblait que le regard vertical du maître m'arrachait à ma chaise et m'expédiait instantanément ailleurs. Où cela ? Dans sa tête, précisément, la tête du maître. C'était le laboratoire de la soucoupe volante. Le rayon m'y déposait, on y prenait toute la mesure de ma nullité, puis on me recrachait par un autre regard comme un détritus. Et je roulais dans un champ d'épandage où je ne pouvais comprendre ni ce qu'on m'enseignait, ni d'ailleurs ce que l'école attendait de moi, puisque j'étais réputé incapable. Ce verdict m'offrait les compensations de la paresse. À quoi bon se tuer à la tâche si les plus hautes autorités considèrent que les carottes sont cuites ? On le voit, je développais une certaine aptitude à la casuistique. C'est une tournure d'esprit que, professeur, je repérais très vite chez mes cancres. Puis vint mon premier sauveur, un professeur de français, en 3e, qui me repéra pour ce que j'étais, un affabulateur sincère et joyeusement suicidaire. Épaté sans doute par mon attitude à fourbir des excuses toujours plus inventives pour mes leçons non apprises ou mes devoirs non faits, il décida de m'exonérer de dissertation pour me commander un roman. Un roman que je devais rédiger dans le trimestre à raison d'un chapitre par semaine. Sujet libre, mais prière de fournir mes livraisons sans faute d'orthographe, histoire d'élever le niveau de la critique, disait-il. Je me rappelle cette formule alors que j'ai tout oublié du roman lui-même. Ce professeur était un très vieil homme qui nous consacrait les dernières années de sa vie. Il devait arrondir sa retraite dans cette boîte on ne peut plus privée de la banlieue nord parisienne. Un vieux monsieur d'une distinction désuète qui avait donc repéré en moi le narrateur. Il s'était dit que, dysorthographie ou pas, fallait m'attaquer par le récit si on voulait avoir une chance de m'ouvrir au travail scolaire. J'écrivis ce roman avec enthousiasme. J'en corrigeai scrupuleusement chaque mot à l'aide du dictionnaire, qui de ce jour ne me quitte plus, et je livrai mes chapitres avec la ponctualité d'un feuilletoniste professionnel. J'imagine que ce devait être un récit fort triste, très influencé que j'étais alors par Thomas Hardy, dont les romans vont de malentendus en catastrophes et de catastrophes en tragédies irréparables, ce qui ravissait mon goût du fatum. Rien à faire dès le départ, c'est bien mon avis. Je ne crois pas avoir fait de progrès substantiel en quoi que ce soit cette année-là. Mais pour la première fois de ma scolarité, un professeur me donnait un statut. J'existais scolairement aux yeux de quelqu'un, comme un individu qui avait une ligne à suivre et qui tenait le coup dans la durée. Reconnaissance éperdue pour mon bienfaiteur, évidemment, et quoiqu'il fût assez distant, le vieux monsieur devint le confident de mes lectures secrètes. Alors, que lit-on, Penacchioni, en ce moment ? Car il y avait la lecture. Je ne savais pas alors qu'elle me sauverait. À l'époque, lire n'était pas l'absurde prouesse d'aujourd'hui. Considérée comme une perte de temps, réputée nuisible au travail scolaire, la lecture des romans nous était interdite pendant les heures d'études. D'où ma vocation de lecteur clandestin. Romans recouverts comme des livres de classe, cachés partout où cela se pouvait, lecture nocturne à la lampe de poche, dispense de gymnastique, tout était bon pour me retrouver seul avec un livre. C'est la pension qui m'a donné ce goût-là. Il m'y fallait un monde à moi, ce fut celui des livres. Dans ma famille, j'avais surtout regardé les autres lire. Mon père, fumant sa pipe dans son fauteuil, sous le cône d'une lampe, passant distraitement son annulaire dans l'arrêt impeccable de ses cheveux, un livre ouvert sur ses genoux croisés. Mon frère Bernard, dans notre chambre, allongé sur le côté, genoux repliés, sa main droite soutenant sa tête. Il y avait du bien-être dans ses attitudes. Au fond, c'est la physiologie du lecteur qui m'a poussé à lire. Peut-être n'ai-je lu au début que pour reproduire ses postures et en explorer d'autres. En lisant, je me suis physiquement installé dans un bonheur qui dure toujours. Que lisais-je ? Les contes d'Andersen, pour cause d'identification au vilain petit canard, mais Alexandre Dumas aussi,
pour le mouvement des épées, des chevaux et des cœurs. Et Selma Lagerlof, le magnifique Gösta Berling, ce pasteur ivrogne et splendide banni par son évêque, dont je fus l'infatigable compagnon d'aventure avec les autres cavaliers d'Ekeby. La guerre et la paix, offert par Bernard pour mon entrée en 4e, je crois, l'histoire d'amour entre Natacha et le prince André à la première lecture, ce qui réduisait le roman à une centaine de pages, l'épopée napoléonienne en 3e, à la 2e lecture, Austerlitz, Borodino, l'incendie de Moscou, la retraite de Russie, 200 ou 300 pages de mieux, nouvelle lecture en seconde pour l'amitié de Pierre Bezoukhov, un autre vilain petit canard, mais qui comprenait plus de choses qu'on ne le croyait, et la totalité du roman, enfin, en terminale, pour la Russie, pour le personnage de Kutuzov, pour Clausewitz, pour la réforme agraire, pour Tolstoï. Et il y avait Dickens, évidemment. Oliver Twist avait besoin de moi. Emily Brontë, dont le moral m'appelait au secours. Stevenson, Jack London, Oscar Wilde. Et les premières lectures de Dostoïevski, le joueur, bien sûr. Avec Dostoïevski, va savoir pourquoi on commence toujours par le joueur. Ainsi allaient mes lectures, au gré de ce que je trouvais dans la bibliothèque familiale. Et Tintin, bien sûr, et Spirou, et les signes de piste ou les Bob Moran qui ravageaient l'époque. La première qualité des romans que j'emportais au collège était de ne pas être au programme. Personne ne m'interrogerait. Aucun regard ne lirait ces lignes par-dessus mon épaule. Leurs auteurs et moi demeurerions entre nous. J'ignorais, en les lisant, que je me cultivais, que ces livres éveillaient en moi un appétit qui survivrait même à leur oubli. Ces lectures de jeunesse s'achevèrent par 4 portes ouvertes sur les signes du monde, 4 livres on ne peut plus différents, mais qui tissèrent en moi, pour des raisons qui me demeurent en partie mystérieuses, des liens étroits de parenté, les liaisons dangereuses, à rebours, les mythologies de Barthes et les choses de Pérec. Je n'étais pourtant pas un lecteur raffiné. N'en déplaise à Flaubert, je lisais comme Emma Bovary à 15 ans, pour la seule satisfaction de mes sensations, lesquelles, par bonheur, se révélèrent insatiables. Je ne tirais aucun bénéfice scolaire immédiat de ces lectures. Contre toutes les idées reçues, ces milliers de pages avalées et très vite oubliées n'améliorèrent pas mon orthographe, toujours incertaine aujourd'hui, d'où l'omniprésence de mes dictionnaires. Non, ce qui eut provisoirement raison de mes fautes, mais ce provisoire rendait la chose définitivement possible, ce fut ce roman commandé par ce professeur qui refusait d'abaisser sa lecture à des considérations orthographiques. Je lui devais un manuscrit sans faute. Un génie de l'enseignement, en somme. Pour moi seul, peut-être, et peut-être en cette seule circonstance, mais un génie. J'ai croisé 3 autres de ces génies entre ma classe de 3e et ma seconde terminale. 3 autres sauveurs, dont je parlerai plus loin. Un professeur de mathématiques qui était les mathématiques. Une époustouflante professeure d'histoire qui pratiquait comme personne l'art de l'incarnation historique. Et un professeur de philosophie que mon admiration surprend d'autant plus aujourd'hui que lui-même ne garde aucun souvenir de moi. Il me l'a écrit. Ce qui le grandit encore à mes yeux, puisqu'il m'éveilla l'esprit sans que je doive rien à son estime, mais tout à son art. À eux 4, ces maîtres m'ont sauvé de moi-même. Sont-ils arrivés trop tard? Les aurais-je si bien suivis s'ils avaient été mes instituteurs? Garderais-je un meilleur souvenir de mon enfance? Quoi qu'il en soit, ils ont été mes heureux imprévus. Furent-ils pour d'autres élèves la révélation qu'ils ont été pour moi? C'est une question qui se pose, tant la notion de tempérament joue son rôle en matière de pédagogie.